Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la chirurgie bariatrique, appelée encore chirurgie métabolique ou chirurgie du poids. L'objectif de cette présentation est surtout de décrire un petit peu les indications de la chirurgie, le suivi du pré- et du post-opératoire. On va essayer de parler de l'obésité. L'obésité actuellement est considérée comme une maladie chronique. Elle est plurifactorielle et complexe, responsable de maladies métaboliques et cardiovasculaires, en partie dues à notre comportement social, professionnel, économique, culturel, etc. Dans un premier temps, je vais insister sur l'intérêt du suivi avant la chirurgie. Ce suivi avant la chirurgie va permettre d'informer le patient, va insister sur le suivi après la chirurgie, car malheureusement nous avons un patient sur deux qui serait perdu de vue 2 ans après sa chirurgie. Il va aussi permettre de déculpabiliser la prise de décision du patient vis-à-vis de son conjoint, de sa famille, de ses amis, de son entourage, mais aussi vis-à-vis malheureusement de certains professionnels de santé qui ne sont pas très favorables à ce type de prise en charge. Il permet aussi de bien préparer le patient et son entourage à la période post-chirurgicale. Parce qu'il faut savoir que quand on perd 30, 40, voire 60 kilos, forcément il y a une modification de l'image de soi et le regard de l'autre. Et ça peut créer des conflits importants, peut aller à des situations un peu difficiles. Puis enfin, il permet de répondre aux nombreuses questions qui sont restées sans réponse. Alors pour qui la chirurgie? La chirurgie va s'adresser d'abord aux les obésités morbides ayant un IMC au-delà de 40 kg par mètre carré, ou bien à des obésités de stade 2 dont l'IMC est égal ou supérieur à 35 kg par mètre carré, associé à une comorbidité comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la stéatose hépatique non alcoolique, les maladies ostéo-articulaires, les dyslipidémies, etc. Les techniques chirurgicales les plus répandues vont être la sleeve gastrectomie, le bypass en Y, le bypass en oméga, dit aussi mini bypass, le duodenal switch, le SADI, et puis d'autres techniques que je ne vais pas évoquer ici. Parmi les techniques chirurgicales qu'on pratique dans notre centre, nous allons parler de la sleeve gastrectomie, qui est une technique restrictive qui permet de réduire le volume de l'estomac. Ensuite, nous avons le bypass, qui est une technique à la fois restrictive et malabsorbative. Nous avons 2 sortes de bypass, le bypass en Y et le bypass en oméga, dit aussi mini bypass. Nous pratiquons aussi le duodenal switch, qui est une technique qui se pratique en 2e ou en 3e intention, ainsi que le SADI. Pourquoi un suivi post-opératoire important? D'abord, pour éviter les complications chirurgicales. Pourquoi j'insiste sur le suivi post-opératoire? D'abord, pour éviter les complications chirurgicales. On va retrouver, par ordre d'importance, les cholécystites, donc les vésicules biliaires. Alors souvent les patients, ils sont un peu inquiets parce qu'ils veulent retirer la vésicule biliaire en même temps, et non, on en a besoin de la vésicule biliaire. Ensuite, on a les ulcères anastomotiques. Attention aux personnes qui fument, parce que la cigarette va empêcher une bonne cicatrisation. On a les occlusions, l'ulcère anastomotique, les hernies internes et les fistules. Le suivi est important aussi pour éviter les complications nutritionnelles. En premier lieu, la dénutrition. Pourquoi? Parce que les personnes opérées d'une chirurgie bariatrique vont avoir une baisse de la consommation protéique. Qui dit protéines, dit viande, poisson, œufs. D'où l'intérêt d'une surveillance biologique rigoureuse pour identifier des états de dénutrition. Ensuite, si on a une technique malabsorbative comme le bypass, le duodenal switch ou le SADI, il faut faire attention aux carences en vitamines et minéraux, parmi lesquels le fer, le calcium, la B12, la B9, la vitamine A, et puis dans certaines situations, en cas de grossesse, le sélénium, le cuivre, etc. Et enfin, vérifier le statut hydrique, parce que les gens ont quand même quelques difficultés à bien s'hydrater. Les autres complications et effets secondaires qu'on va rencontrer vont être essentiellement des malaises de type dumping syndrome, d'hypoglycémie, d'hypotension. Le dumping syndrome, c'est quand on consomme un produit sucré, voire parfois salé ou gras, on va avoir somnolence, les mains qui tremblent, sueur, parfois des douleurs abdominales importantes, des diarrhées. En fait, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit de s'allonger et d'attendre que ça passe. On va retrouver aussi des troubles digestifs, des selles non moulées, des reflux gastro-œsophagiens, un ballonnement, des flatulences, un dégoût ou une intolérance alimentaire parce que le goût va changer.
la reprise de poids qu'il va falloir surveiller de très près. Il peut y avoir aussi des troubles psychologiques comme des syndromes dépressifs, l'altération de l'image de soi. Vérifiez quand même le statut osseux parce que l'ostéomalacie est une des complications qui peut survenir après une chirurgie bariatrique. Donc pour résumer, pourquoi un suivi à vie après la chirurgie bariatrique? D'abord, pour dépister les complications qu'on vient de citer, complications chirurgicales, médicales, nutritionnelles, etc. Ensuite, ce suivi va permettre de calculer la perte d'excès de poids et éventuellement prévenir la reprise pondérale. Ce suivi va permettre aussi de rechercher les carences vitaminiques et les perturbations biologiques. Il évalue aussi les pathologies liées à l'obésité et à adapter le traitement. C'est l'occasion de redéfinir l'équilibre alimentaire et d'estimer l'activité physique. Une analyse psychologique est nécessaire pour permettre d'évaluer la qualité de vie. C'est l'occasion aussi de discuter de la chirurgie esthétique et puis pour certaines personnes qui souhaitent avoir des enfants, expliquer l'intérêt du suivi pendant la grossesse. Le suivi dans tous les cas est un suivi individuel. Le suivi est toujours pluridisciplinaire. Il permet d'éviter, voire de mieux gérer les complications. D'abord le chirurgien qui lui va vérifier le montage et le bon fonctionnement du circuit. Le médecin nutritionniste, lui, vérifie les prises de sang et va adapter la vitaminothérapie et anticipe les complications médicales et nutritionnelles. Le diététicien va vous accompagner dans la constitution et l'équilibre des repas, ainsi que des collations si besoin. Le psychologue travaille sur l'estime de soi, l'image du corps, le regard de l'autre, le comportement alimentaire, etc. Et enfin, l'éducateur APA qui fait le point sur l'activité physique et les dépenses énergétiques. Pour ma part, je préconise un premier rendez-vous 1 mois après la chirurgie, puis pendant la première année, une consultation tous les 3 mois avec une prise de sang. La deuxième année, une prise de sang et une consultation tous les 6 mois au minimum. Et au-delà, une prise de sang annuelle minimum et 2 consultations par an. Les recommandations à retenir, apprendre à manger si vous avez faim. Attention, il faut bien identifier les signes de la faim. Apprendre à manger en 30 minutes, des petites portions. Avoir une mastication soigneuse. Manger assis et dans le calme. Apprendre à marquer des pauses entre chaque bouchée. Apprendre à écouter sa satiété et s'arrêter avant le rassasiement. Il faut toujours privilégier les protéines et les féculents et puis le reste. Apprendre à boire en dehors des heures de repas. Attention, je parle de l'eau. Il faut impérativement éviter les boissons sucrées, les boissons gazeuses, l'alcool. Mettre en place un programme d'activité physique, ludique, pour éviter la routine, régulier et surtout durable. Apprendre aussi à gérer son stress et respecter ses heures de sommeil et de sieste si possible. Merci pour votre attention et surtout n'oubliez pas que vous êtes l'acteur de votre propre santé.